Africa Dialogue Série 2021, qui, comme vous le savez, est une plateforme visant à amplifier la voix de l'Afrique à travers des discussions politiques sur le développement durable de notre région. Le thème de Africa Dialogue Série de cette année est Identité et appropriation culturelle, remodeler les mentalités. Il s'inspire du thème de l'Union africaine de l'année 2021, qui est art, culture et patrimoine. Comment levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Ce thème est ancré, bien sûr, dans l'aspiration 5 de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui envisage une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun, de valeurs partagées et d'une éthique. L'Africa Dialogue Série est organisée par le Bureau du Conseil spécial pour l'Afrique des Nations Unies, OSA, en étroite collaboration avec la division jeunesse de la Commission de l'Union africaine, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Ce dialogue de jeunes vise à faire entendre la voix des jeunes qui constituent la majorité de la population africaine. Ce dialogue se concentrera aujourd'hui sur le sous-thème « Le capital humain, libérer le potentiel de la culture et du patrimoine ». Je me présente, je m'appelle Moussa Wele, je suis archéologue de formation, spécialiste du patrimoine culturel subaquatique et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Avenir Mekang. Avenir Mekangang est anthropologue et doctorante à l'Université Cergy Paris au département de géographie. Avenir a une longue expérience dans les métiers de la culture et du patrimoine en général et appuie parfois l'UNESCO, le Fonds du patrimoine mondial africain ou l'École du patrimoine dans l'élaboration du dossier d'inscription des biens sur la liste du patrimoine mondial dans la région Afrique. Après Avenir, nous avons Eva Kwamou du Cameroun. Eva est une chargée de projet agissant en tant que coordinatrice Afrique pour l'alphabétisation du futur à l'UNESCO. Elle est actuellement doctorante en études sur la complexité et le droit à l'Université de Lancaster, Royaume-Uni, et au Centre des systèmes complexes transition de l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec nos deux chères dames, Avenir et Kwamou, sur la première question. La première question concernant cet avenir de l'Afrique, les jeunes. Comment on peut compter sur cette jeunesse africaine pour utiliser le potentiel de la culture et du patrimoine de cette région? Et à travers cette question, bien sûr, peut-être je vais vous demander de partager avec moi et avec notre cher public d'aujourd'hui quelques exemples issus, en tout cas, de la politique pour ces jeunes dans ces métiers des arts et de la culture dans vos différents pays. Donc, si vous voulez, je vais démarrer peut-être avec Eva. Eva, je te donne la parole, peut-être 1 minute rapidement pour partager nos idées sur ce potentiel. Donc, on me donne juste 1 minute pour partager mes idées sur cette question. Très bien. Peut-être sur un premier point qui est lié à mes travaux directement sur la littératie des futurs, qui est donc cette compétence qui consiste à se comprendre pourquoi et comment on anticipe. Tout l'enjeu en fait sur le continent va être en fait le fait de reconnaître quelque chose d'essentiel, qui est le fait de reconnaître qu'on a eu pendant longtemps des futurs captifs, des futurs volés. C'est en lien effectivement avec des enjeux de colonisation, mais jusqu'aujourd'hui, ça nous poursuit. On le voit, que ce soit dans les rues de Dakar aujourd'hui, que ce soit encore jusqu'à récemment au niveau du Cameroun ou encore de l'Afrique de l'Est que je connais encore mieux à travers mes différents travaux au Kenya et en Tanzanie. Cette admission, elle a beaucoup
elle a beaucoup de poids. Elle a un poids symbolique, donc juste significatif, le fait de reconnaître une part d'une perte de pouvoir d'action. Mais cette reconnaissance, elle est aussi libératrice, parce qu'elle nous permet aussi de comprendre que s'il y a quelque chose qui a été volé, il y a aussi des choses qu'on a soit conservées, soit des choses qu'on peut encore gagner. Et tout l'enjeu, ça va être justement le rôle de la compétence. On parle souvent des questions de formation accessibles à la jeunesse pour justement en fait penser de nouveaux futurs, des futurs que nous voulons si on se place dans l'agenda de l'Union africaine. Mais se pose aussi une question plus grande qui est qu'il y a une distinction entre mettre en place des outils à disposition de la jeunesse et mettre en place des compétences que la jeunesse peut dont la jeunesse peut se saisir pour ainsi en fait créer des futurs qui lui semblent pertinents et authentiques par rapport à ses propres valeurs. Sur ce point-là, on a vu qu'il y a un certain nombre de politiques publiques ou privées, là n'est pas l'enjeu, qui sont tournées vers des applications plus tournées vers des méthodes et des outils. Et le fait de plus en plus se tourner vers des compétences, donc j'ai cité par exemple la littératie des futurs pour ces questions d'anticipation, le fait de mieux utiliser son imagination, de le faire dans un effort de groupe pour pouvoir justement questionner, négocier les sens que nous donnons à nos futurs, se pose aussi dans d'autres disciplines. Que ce soit en droit, qui reste ma discipline d'origine, que ce soit sur des questions financières et des questions économiques, ou encore sur des questions justement qui ont attrait directement aux médias créatifs, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple d'afrofuturisme qui sont exploités par les domaines de la culture, on voit bien qu'il y a des images qui sont encore officielles, euh, qu'on encourage la jeunesse à reproduire sans nécessairement lui donner la possibilité d'exprimer des futurs qui lui sont propres. Donc en posant la question de qu'est-ce qui est accessible à la jeunesse, se pose aussi la question des institutions qui sont prêtes justement ou non à donner un espace de négociation du sens qu'on donne au monde de la culture, qu'on donne au monde justement de la gouvernance au sens large. Et donc c'est un dialogue à double entrée avec différents acteurs qui nous permettront justement de nous en prendre de ces questions culturelles. Merci, merci Eva, merci d'avoir partagé avec nous ces idées qui sont vraiment intéressantes. Peut-être nous allons passer à Avenir. Avenir, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette intervention? Merci Wally pour la question. Je pense que Kwame, elle a beaucoup parlé et je vais m'attarder également sur la formation parce que je me dis qu'aujourd'hui, si on veut vraiment que la jeunesse puisse accompagner les États africains, que ce soit dans des programmes de valorisation, de promotion ou de sensibilisation du patrimoine, il faudrait d'abord mettre à leur disposition de véritables centres ou bien des institutions de formation. Parce qu'en Afrique, on enregistre très peu de centres ou bien des universités uniquement dédiées à la formation des vrais spécialistes du patrimoine en Afrique. Et vu qu'aujourd'hui, le patrimoine africain tourne plus à l'oralité qu'à l'écrit, donc, je pense qu'il faudrait vraiment mettre à disposition des jeunes des outils adaptés et appropriés qui les permettent de booster leur imagination et leur créativité. Et ces outils-là passent par le numérique. Parce qu'aujourd'hui, avec la pandémie de Covid, on a vu comment est-ce que il devient de plus en plus difficile pour les pays africains de promouvoir et de valoriser le potentiel, la riche culture qu'ils ont. Donc, il faudrait que, par exemple, les musées puissent avoir peut-être un site internet qui puisse mettre sur pied des expositions virtuelles comme on le voit dans beaucoup d'autres musées européens comme le musée de Louvre, le musée du Quai Branly. Donc je pense que il faut vraiment former les jeunes et après la formation, il faut les intégrer. Si on prend la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, on voit que l'Afrique reste sous-représentée et on se demande comment est-ce que l'Afrique va sortir de cette sous-représentativité-là. Il n'existe pas des experts qualifiés, donc il faut vraiment que l'Afrique mette l'accent
sur la formation du capital humain. Et après la formation, il faut mettre des politiques de sensibilisation, de promotion et de valorisation du patrimoine africain. Donc, je pense qu'en intégrant les jeunes, que ce soit dans des projets nationaux, internationaux et locaux, cela va les permettre vraiment d'appuyer les États partis dans les différents programmes, les programmes pédagogiques également, les programmes de formation et les programmes de renforcement de capacité. Merci Eva. Merci Avenir. Je pense que tu as abordé une question fondamentale qui est la formation de ce capital humain. C'est vraiment important. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment compter sur la jeunesse africaine, il faut que les dirigeants, il faut que nos politiques puissent investir dans la formation de cette jeunesse. C'est fondamental. Mais sur cet aspect-là, je peut-être souhaiterais partager avec vous une autre question. Est-ce que réellement on parle souvent de formation, mais est-ce que cette formation dans les métiers de la culture ou bien du patrimoine en général, au profit de ces jeunes, bien sûr, de ces jeunes africains, est-ce que cette formation-là, elle est adaptée aux réalités africaines? Je vais, Kwamou, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? J'entends dans la question en fait plusieurs questions. Il y a une première question qui se pose sur tout simplement, il y a un marché de la culture et ensuite du coup des formations qui sont proposées. Est-ce qu'il y a du coup une adéquation entre la formation qu'on a à nos dispositions dans nos écoles, dans nos universités, pour répondre du coup au marché existant du monde de la culture? Et puis il y a une deuxième question que d'ailleurs qui rebondit bien avec ce que Avenir disait tout à l'heure, qui est justement aussi sur la façon dont on considère la culture. C'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre de schémas de pensée sur ce qui est censé être une bonne politique culturelle, tournée autour des musées, des expositions qu'elle propose, une organisation aussi du monde, par exemple, de la musique, si on se tourne juste uniquement vers deux éléments du secteur vaste que représente la culture. Sur le premier point, on voit déjà effectivement une série de problèmes et je pense que pour le coup, il y aurait des personnes encore mieux placées que moi pour parler justement des difficultés sur le plan pédagogique qui se proposent au monde de la culture. Sur le deuxième point, par rapport à la reproduction de systèmes culturels, il est quand même assez intéressant de voir effectivement, comme le proposait Avenir, que nous sommes quand même sur un ensemble de cultures mélangeant oralité et écriture, et voire même des formes hybrides entre oralité et culture. Nous sommes aussi dans des sociétés qui restent très mobiles, qui ne sont pas nécessairement toujours sédentarisées, que ce soit du coup à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'un mois ou à l'échelle d'une année. Et pourtant, les modèles culturels que j'entends comme étant dominants restent sur des formats assez rigides, à l'image d'autres sociétés pour lesquelles peut-être ce modèle convient mieux. Est-ce qu'il y a une possibilité justement pour un certain nombre de jeunes qui proposent pourtant des formats assez différents? Je pense par exemple à des personnes comme le rappeur Elam Vince au Togo. Je pense à une série justement d'artistes décoloniaux qui existent aussi en Afrique australe. Aujourd'hui, on a l'exposition par exemple Chumurenga qui a lieu aussi à la BPI au niveau de Paris, rassemblant justement une communauté sud-africaine et zimbabwéenne. Et on se rend bien compte en fait qu'il y a d'autres formats de culture qu'on n'entend pas dans les sphères officielles du monde de la culture. Et sur ce point-là, je pense que la jeunesse propose déjà des choses, mais la question, c'est justement comment les rendre visibles et comment s'assurer que les sphères de pouvoir soient représentatives des espaces de création qui sont déjà existants. Donc, ce sera ma réponse directement à cette question. Merci Eva. À venir, Merci, par rapport toujours à cette ouais, formation. par rapport à la question, comme je l'ai dit, je dirais que l'éducation joue un rôle fondamental dans la construction des identités nationales et locales. Pourtant, depuis l'accession à l'indépendance de nombreux pays africains,
on se rend vraiment compte que la réforme des programmes d'enseignement demeure un véritable problème. Car la plupart des pays africains, dans la plupart des pays africains, les contenus ne reflètent pas vraiment les réalités culturelles, que ce soit les réalités culturelles, sociales et économiques locales et nationales. C'est la plupart du temps calqué sur le modèle européen, si je peux dire ça comme ça. Comme je l'ai dit dans la première question, je pense que ça reprend également. On n'a pas vraiment de véritables universités ou bien d'institutions dédiées à former de vrais spécialistes. Par exemple, si je prends l'exemple lors des programmes d'inscription des biens, dans la région Afrique, on fait toujours appel à des spécialistes internationaux, des experts occidentaux pour pouvoir accompagner les États partis dans la nomination, la préparation des dossiers d'inscription. Et ça, je pense que c'est parce qu'à la base, on n'a pas vraiment orienté l'éducation sur les réalités locales. Alors, je pense qu'on gagnerait vraiment à améliorer la pertinence de l'enseignement et en même temps renforcer l'identité culturelle et l'image que nous avons de nous-mêmes en tant qu'Africains. Donc, les programmes éducatifs doivent vraiment être adoptés aux réalités locales et nationales, axés par exemple sur la langue, sur la culture, les valeurs culturelles nationales et locales, sur des objectifs fondamentaux, sur des modèles de comportement et des mœurs, sur l'histoire africaine, parce que l'Afrique a vraiment un potentiel qu'il faut exploiter. Et je dirais que jusqu'ici, ce n'est pas vraiment exploité. Donc, en tant que valeur ou expression d'idées des peuples, je pense que pour pouvoir aujourd'hui dire que l'Afrique est formée, il faudrait d'abord que l'Afrique elle-même puisse connaître son patrimoine, qu'elle puisse avant tout s'approprier son histoire et son identité pour pouvoir mettre au cœur d'un projet collectif. Donc, la jeune génération devrait connaître vraiment ses racines, connaître son origine, et ceci passe par l'éducation. Donc, il faudrait qu'on revoie encore les réformes, les programmes d'éducation au niveau national qui reflètent vraiment notre identité, qui rentrent vraiment dans ce que nous appelons la culture africaine. Parce que si nous-mêmes, nous ne comprenons pas notre culture, nous ne pouvons pas la valoriser. Et ceci, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que l'Afrique investisse sur la jeunesse. Tant qu'on n'investit pas sur la jeunesse, on ne pourra pas avancer. On a tellement de choses à faire, on a tellement de choses à améliorer, on a tellement de changements à apporter, et ce changement-là ne pourra passer que par l'implication, l'engagement et la motivation première des jeunes. Donc, la jeunesse doit vraiment faire partie des priorités de tout ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui. C'est ce que je peux apporter comme élément de réponse. Parfait, parfait. Je pense que c'est ça. On sent à travers ton intervention qu'il y a cet engagement-là, l'engagement de cette jeunesse africaine dont nous voulons vraiment cette jeunesse engagée pour permettre aux communautés, encore une fois, d'atteindre l'autosuffisance, pour permettre en tout cas le développement durable. C'est important. Et ça, c'est à travers la formation, c'est à travers l'encadrement de cette jeunesse-là qui est l'avenir de l'Afrique. Il y a le parrain de notre université ici à Dakar, Cheikh Anta Diop, un véritable savant qui disait que la jeunesse doit armer de science. Donc ça, c'est fondamental pour le développement économique de l'Afrique. Nous devons en tout cas investir dans la formation. La formation, elle est vraiment importante. Et dans ce secteur précis, tout à l'heure, on le disait, il faut que cette formation soit adaptée aux réalités de la région, pour cette appropriation dont à venir parler, pour l'appropriation de la culture et du patrimoine en général par nos sociétés. Il faut vraiment investir dans la formation, une formation sur le terrain, bien sûr. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a un laboratoire doctoral, l'unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie. Mais ce laboratoire a complètement bouleversé les choses. Aujourd'hui,
C'est pas un enseignant qui vient devant les étudiants pour délivrer les cours ou bien pour faire ces formations. Mais souvent, ils ont tendance à inviter des personnes extérieures, des personnes de la rue, comme on avait l'habitude de les considérer, pour qu'ils puissent venir partager avec ces étudiants les réalités du terrain. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour ce secteur culturel. Tout à l'heure, Eva a parlé d'un artiste togolais, bien sûr. Donc, je pense que ces artistes-là, leur potentiel aujourd'hui, pour tirer profit de ce potentiel culturel aujourd'hui, on peut vraiment investir sur ces jeunes-là. Et sous ce rapport, bien sûr, je vais peut-être vous demander, peut-être, est-ce que vous connaissez dans vos différentes régions, est-ce qu'il y a vraiment des exemples que vous pouvez peut-être partager avec nous, des exemples de jeunes qui ont réussi, en tout cas, à, à, à investir dans ce secteur culturel, à mettre en place des initiatives, parce que chez les jeunes, il y a toujours cette ingéniosité. Donc, est-ce que vous connaissez peut-être des jeunes, des exemples qui sont en tout cas des bonnes pratiques, comme on peut dire? On peut démarrer avec Avenir, voilà. Si on reprend l'exemple, je peux dire moi-même, en 2019, après mon master en Italie, j'ai mis sur pied une association avec un Béninois et une Française. L'association, ça s'appelle Patrick Mondius. C'est en fait pour contribuer à la valorisation et à la promotion du patrimoine dans la région Afrique. À ce jour, nous avons 2 projets qui sont en cours de réalisation. Le premier projet, c'est au Musée national du Cameroun, qui vise la numérisation des collections du Musée national pour favoriser une exposition virtuelle. Parce qu'avec la situation de Covid, on s'est rendu compte que les choses sont au ralenti et ça ne joue vraiment pas en faveur de la promotion et la valorisation du patrimoine en Afrique en général. Et le second projet, c'est également un projet de numérisation, mais en ce moment-là, les 2 sites du patrimoine mondial inscrits sur la liste du patrimoine, les 2 sites camerounais inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc, je sais qu'il y a d'autres jeunes. Nous participons de temps à autre au forum jeunesse et je pense qu'il y a aussi des associations individuelles. Il y a ce fameux programme Route des chaufferies qui est un programme phare au niveau du Cameroun qui a été mis sur pied pour accompagner le gouvernement africain dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes. Il y a Bajun Station qui est aussi, c'est aussi une plateforme de valorisation des artistes camerounais. Il y en a plusieurs associations au niveau du Cameroun qui aujourd'hui essaient tant bien que mal de contribuer à la promotion et à la valorisation du patrimoine. Donc, je dirais quand même qu'au niveau du Cameroun, les jeunes et le gouvernement a lui-même commence vraiment à prendre conscience. Donc, il y a quand même une volonté étatique de préserver le patrimoine camerounais qui se fait déjà ressentir. J'espère avoir répondu à votre question. Parfait, Avenir. Je sentais qu'en te posant cette question, tu allais me donner ton exemple, des exemples réussis, bien sûr, et on en est vraiment fiers. Kwamou? Et les autres, là, ils ont les problèmes de connexion. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, allez-y, oui. Super. Alors, en termes d'exemples, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des exemples concrets qui permettent de répondre aux besoins immédiats du monde de la culture. Et il y a aussi des exemples qui nous permettent aussi d'aborder une vision long terme. On a déjà discuté des difficultés qu'on a entre l'inadéquation entre nos formations et ce que le monde de la culture pourrait nous proposer ou a à nous proposer. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a déjà des initiatives. On a déjà, par exemple, l'École du patrimoine africain. On a une série de processus déjà en place qui nous permettent d'aborder ces questions. La question de qui, on l'a aussi abordée. On a dit que la jeunesse dans son ensemble doit s'intéresser à ces questions.
La culture n'est pas cloisonnée seulement aux personnes qui vont travailler pour le monde de la musique, pour le monde de l'édition des livres. Ça dépasse tout ça. En fait, tout revient à la culture. Même quand on parle justement de l'application de nos normes, encore une fois, c'est une question de regarder à quoi ressemblent nos sociétés et comment justement euh, prendre des décisions qui nous correspondent, qui nous reflètent, qui sont authentiques justement à ce qu'on représente et aux valeurs qu'on veut porter. Et donc, si on parle d'appropriation, c'est ce dont il est question. Et pour pouvoir avoir une culture qui est diffuse, on a une série d'initiatives. Là, je pense par exemple à Andagraph au Sénégal, qui est déjà en cours depuis les années 80. Je pense à des initiatives comme Kabako au niveau du Mali, qui se retrouvent maintenant aussi reportées au niveau du Madagascar par des personnes comme justement Yannick Emayo. On a en fait une série d'initiatives qui ont vocation à penser le savoir de manière plus participative, de sorte justement à se dire, on a un problème qui est un problème endogène, un problème qui est local, que ce soit des questions de pollution de l'air, que ce soit une question de justement présentation de nos œuvres d'art, plutôt que de se dire qu'il y a une réponse qui existe déjà dehors, comme si la culture nous était extérieure et non quelque chose qui est profondément ancré en nous. Eh bien, on a justement la possibilité en utilisant des mécanismes participatifs, des mécanismes qui font appel à de l'intelligence collective, à justement en fait avoir plus de personnes qui font partie de la conversation et aussi avoir plus d'interdisciplinarité, plus de discussions entre différentes disciplines, entre différents acteurs. Et c'est par le biais de ce type d'initiative qu'on peut justement s'assurer que la culture soit la plus totale, puisque c'est ce qu'elle est, et que la culture soit incarnée, parce que c'est ce qu'elle est aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, si on a une discussion juste, voilà, tous les 3 et peut-être même à plusieurs, justement en ayant toute l'audience avec nous, ce dont on se rend compte, c'est que on vient avec notre petit élément. Moi, je viens effectivement avec cette connaissance des processus qui nous permettent d'utiliser l'intelligence collective, des processus qui nous permettent de penser les futurs sur une pluralité de thèmes, le futur de l'innovation, le futur de la culture, le futur de la musique. Avenir vient avec effectivement aussi son background sur les questions de patrimoine, et on se rend bien compte qu'en fait, il y a une complémentarité qui est à rechercher. Et plutôt que justement juste regarder l'autre qui peut se retrouver en Occident ou qui peut se retrouver nulle part, autre part ailleurs, on se rend compte qu'en fait, on peut aussi déjà commencer à apprécier ce que nous sommes. Et tout l'enjeu justement de l'avenir de la culture tel qu'on peut le porter va être justement sur comment apprécier ce que nous sommes. Merci, merci Kouamou. Je pense que tu as abordé quelque chose qui est très, très important, la complémentarité, l'interdisciplinarité. Ça, c'est fondamental pour booster ce secteur-là. Parce que nous avons tendance souvent à penser que pour exercer dans ce domaine-là, il faut simplement être un spécialiste de la question. Tout à l'heure, tu as donné l'exemple de nous 3 aujourd'hui, peut-être Avenir est plus orienté sur les questions de patrimoine mondial, toi tu es sur les questions de droit, etc. Moi, je suis archéologue. Et on pourrait peut-être avoir une autre personne qui est peut-être dans des trucs de marketing, mais vous voyez que peut-être ça pourrait être une équipe de choc, si je peux dire, si vous me permettez. Donc, pour vraiment, en tout cas, imaginer ou bien mettre en place peut-être des stratégies de valorisation de ces produits culturels. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ce qui nous manque, c'est aujourd'hui dans nos écoles de formation, dans nos universités, comment on peut mettre des startups, entre guillemets, des jeunes interdisciplinaires pour booster ce secteur culturel. Aujourd'hui, je vous donne encore l'exemple du Sénégal. Nous avons 7 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur ces 7 sites-là, j'avoue qu'on retrouve de rares initiatives de jeunes pour en tout cas valoriser en tout cas ces sites-là. Et on sait vraiment que c'est des secteurs qui peuvent favoriser la création d'emplois, des milliers d'emplois de jeunes. Aujourd'hui, nos dirigeants pensent que, en tout cas, cette jeunesse-là est un fardeau. Non, au contraire, c'est quelque chose qui est là et qu'il faut vraiment tirer profit. Parce que
en tout cas, le secteur des industries culturelles et créatives, la culture urbaine, peut-être que Kwame maîtrise mieux ces questions que moi, ça génère des millions de dollars. Et sur ça, peut-être je vais peut-être te demander, Eva, est-ce que vraiment, avec cette culture urbaine-là, aujourd'hui, sur des questions politiques, on a tendance à les indexer. On pense que ces acteurs des industries de la culture urbaine, ils ne sont pas vraiment de bons citoyens. C'est des gens qui sont là pour critiquer le pouvoir, etc. Alors, derrière ce travail-là, uniquement de critiquer le pouvoir, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Peut-être tu peux me donner des exemples. Tout à l'heure, tu as parlé de graphes, etc. au Sénégal ou bien dans d'autres secteurs. Peut-être tu peux nous donner peut-être d'autres exemples réussis avec ces acteurs de culture urbaine. Alors, totalement, et ce qui est intéressant, c'est que je vais donner des exemples qui sont peut-être évidents, mais qui comptent aussi. Tout à l'heure, quand je parlais effectivement des travaux d'Hélène Vance, avec qui on va encore travailler le mois prochain sur la question du futur de la valeur, dans le cadre des États généraux de l'éco, la nouvelle monnaie qui est censée être prévue après le CFA, on travaille du coup avec une série de jeunes directement au niveau de Lomé pour s'intéresser à ces questions. Et en fait, l'idée, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une série d'initiatives, souvent qui a été menée, où par exemple, une fois, la mairie va dire on veut travailler avec la jeunesse sur telle question. Mais on a tendance à pas nécessairement assurer le suivi de ce type d'initiative. Et tout l'enjeu, ça va être justement comment assurer la continuité, de sorte à monter une communauté de pratique. Et ça, pour le coup, des exemples réussis, quand je citais Kabako à Bamako, c'est pour moi effectivement un très bel exemple parce qu'on se rend compte que quand on parle d'une activité suivie, ça ne veut pas forcément dire sur 7 ans. Évidemment, c'est très bien si ça peut avoir lieu. Dans ce cas-là, c'est peut-être le format même d'une école. Mais parfois, même des formations qui ont lieu, par exemple, sur 6 mois, on permet justement à des jeunes de mélanger des compétences de haute technologie avec des compétences justement dites plus low-tech, donc des compétences plus, par exemple, sur comment traiter les plantes, comment gérer des compétences interrelationnelles. Et le tout mélangé avec justement la rencontre avec des artistes locaux permet aussi en fait de stimuler cette complémentarité dont on parlait tout à l'heure, cette indisciplinarité dont on parlait aussi tout à l'heure. J'avais donné aussi des exemples voilà, d'initiatives ad hoc qui ont été aussi lancées par des jeunes. Ce que je peux proposer, c'est aussi peut-être qu'on mette des liens vers différentes plateformes pour aussi leur donner un certain nombre de visibilité. Donc, je ne sais pas, Moussa, si c'est possible, mais si ça l'est, je le ferai avec grand plaisir. Pour qu'encore une fois, en fait, si on pense la complémentarité, parfois ce qui manque, c'est tout simplement la possibilité d'être rendu visible. C'est que ces initiatives, elles existent. Quand on dit justement la jeunesse attend, c'est parce que parfois, on a, parfois et même très souvent, on a déjà organisé des choses, mais on ne le sait pas. D'autres personnes dans d'autres pays n'en ont pas entendu, ou même dans notre ville, n'en ont pas entendu parler. Et l'un des gros enjeux, ça va être effectivement la mise en relation entre différentes initiatives, ce qui demande la visibilité, ce qui demande aussi une certaine ouverture par rapport aux questions, par exemple, de cultures urbaines. Tout à l'heure, quand on parle de culture urbaine, on a une idée préconçue de ce que c'est. On se dit, ah oui, c'est peut-être les rappeurs underground qui font leur musique, qui s'opposent peut-être aux dirigeants, par exemple. On va penser que c'est peut-être des artistes qui vont avoir quelque chose qui n'entre pas dans les codes de ce qui entrerait dans les musées, mais ça dépasse tout cela. Parfois, c'est des initiatives qui vont justement parler directement en essayant de mélanger ce qui se passe dans les villes et ce qui se passe directement dans nos villages. Et ce type d'initiatives, pour moi, ont parfaitement leur place dans ce qu'on appelle la culture, encore une fois. Merci, Eva. Merci. La visibilité, je vais rebondir sur ça, la visibilité. Et ça, pour ça, je donne la parole à Avenir. La visibilité. Est-ce que réellement ces initiatives de jeunes sur les sites du patrimoine mondial, je sais que tu maîtrises très bien ces sites-là, est-ce que cette visibilité, elle est réussie? Parce que pour que les jeunes puissent engager
en tout cas, pour que peut-être que d'autres jeunes puissent engager ou bien suivre le modèle d'avenir? Est-ce qu'il y a la visibilité qu'il faut pour, en tout cas, susciter l'engagement pour la valorisation ou bien la conservation de ce patrimoine mondial à venir? Merci pour la question. Je ne dirais pas vraiment la visibilité, mais je dirais plutôt l'entrepreneuriat culturel. On a vu avec la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles que l'accent était plutôt mis sur le rôle clé de la culture, de la créativité et de l'innovation pour relever ce défi de développement durable et encourager la croissance économique et ainsi que la promotion de l'inclusion sociale. Et aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la culture ou bien dans d'autres domaines, ce qu'il faut faire, c'est vraiment encourager les jeunes à se lancer dans ce qu'on va appeler l'entrepreneuriat culturel qui aujourd'hui est non seulement une source de renforcement de capacité ou bien de formation personnelle, mais c'est aussi une source d'emploi chez les jeunes. Dans le monde. Alors, aujourd'hui, que ce soit les jeunes, que ce soit l'Afrique, les femmes, pardon, je pense que l'Afrique gagnerait vraiment à mieux inciter ces jeunes ou bien ces acteurs qui sont déjà lancés dans le domaine de la culture, c'est-à-dire booster l'imagination, l'imaginaire culturel de ceux qu'on va appeler les acteurs culturels pour qu'ils puissent continuer à mettre leur créativité au service d'une Afrique durable, si on peut le dire comme ça. Et oui, nous parce avons que perdu Avenir. Mais en fait, Avenir, tu touchais un point vraiment important qui est toujours lié à l'entrepreneuriat culturel pour ces jeunes-là. Je pense que l'entrepreneuriat... Allez-y. Je crois qu'on l'entendait. En tout cas, moi, j'entendais à venir. Allez-y, Avenir. Allez-y. D'accord, j'ai perdu le fil. Donc, j'étais en train de dire qu'il fallait plus mettre l'accent sur l'entrepreneuriat culturel parce que l'objectif aujourd'hui d'une Afrique qu'on va appeler peut-être l'Afrique intégrée, prospère et pacifique doit être basée sur une approche qui place vraiment les jeunes au cœur des processus de développement, de renforcement des capacités et de l'accessibilité aux différentes opportunités. Vous avez demandé s'il y avait effectivement les jeunes qui sont impliqués dans les processus d'inscription des biens. Si, il y en a, mais lorsqu'on veut vraiment parler des experts culturels, on en trouve très peu. Et c'est aujourd'hui, avec le Fonds du patrimoine, qu'on essaye tant bien que mal d'impliquer les jeunes dans les processus. C'est pour ça qu'il y a plusieurs formations. Il y a des formations d'identification des biens à haute potentialité et les formations dédiées aux dossiers qu'on va appeler les dossiers avancés. Donc, les dossiers encore à l'éclore, on implique les jeunes parce qu'il faut que les jeunes s'approprient déjà les processus d'inscription des biens. Mais après, les dossiers qui sont déjà avancés, c'est un peu plus compliqué parce qu'au niveau de l'Afrique en général, il n'y a pas vraiment de spécialistes dédiés dans les processus d'inscription des biens. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste également sur la culture, parce que les jeunes doivent penser à comment on va appeler la valeur du patrimoine. Le patrimoine a vraiment une très grande valeur qu'il faut promouvoir, il faut développer et il faut création, que ce soit présente et future. Merci, Avenir. Merci. Je pense que c'est Wally qu'on a perdu. Oui, la question, elle est vraiment intéressante et nous ne pouvons pas
peut-être prétendre épuiser à répondre à cette question juste pour 30 minutes. Nous allons faire un dernier tour de table pour recueillir peut-être votre dernier mot et peut-être partager avec nous, comme je le disais à l'entame, votre forme d'art africain que vous préférez, ou bien quelle est en tout cas l'œuvre littéraire africaine voilà, que vous adorez le plus, et également votre dernier mot. Eva. Alors, je ne sais pas si j'ai une œuvre littéraire que j'aime par-dessus tout. J'imagine que celle qui m'a le plus marqué et qui répond le mieux avec ce dont on vient de discuter, c'est une œuvre sénégalaise. Donc, visiblement, Moussa, euh, il semblerait que Lucas m'influence. Je pense à l'aventure ambiguë de Cheikh Ahmed Khan, qui m'a marqué à plein d'égards, et notamment sur une réflexion qui me semble intéressante, c'était le fait de, de gagner sans avoir raison, qui m'avait beaucoup marqué, et aussi un certain nombre de réflexions sur le type de vérité que l'on cherche. Et pourquoi je trouve que c'est en lien parfait avec ce dont on a discuté, c'est sur plusieurs points. Quand on parle effectivement de l'entrepreneuriat culturel, qui est une réponse qui est parfois compris en fait comme étant une réponse capitaliste à en fait des problématiques qui ont été soulevées par le caractère néfaste de certaines politiques capitalistes qu'on a connues. Il y a donc du coup un double jeu qui se crée, et en vérité, ce dont, en tout cas ce que j'entends dans ce que Avenir était en train de proposer, c'est pas de l'entrepreneuriat culturel dans le sens de lancer une start-up qui épuise nos ressources culturelles, c'était justement le fait de penser les acteurs culturels comme étant plus nombreux que justement ces experts que nous cherchons, que nous ne cherchons peut-être pas, je ne sais quelle est la position que nous privilégions dans ce type de situation. Et donc, quand il s'agit en fait de cette recherche-là, on a parfois l'impression qu'il y a un monde qui existe et un monde à paraître. Et ce positionnement que beaucoup de jeunes, et je m'inclus dans cette catégorie parce que je sais bien que j'ai aussi parfois cette tendance à, à le penser, cette idée de se dire, OK, j'ai envie de faire quelque chose, le monde dans lequel j'évolue ne me correspond pas. Mais le simple fait que je me pose cette question et que j'indique du coup ce positionnement veut forcément dire que j'ai déjà des valeurs que je porte. Et je pense que tout l'enjeu justement de l'emploi de la culture, c'est le fait de se dire, je suis dans un écosystème, je porte des valeurs, et donc dans ce cas-là, comment je peux révéler l'existence de ces valeurs, comment je peux vivre en accord avec mes principes. Et donc la raison pour laquelle, effectivement, je sortais effectivement, l'aventure ambiguë, c'était justement cette quête que nous avons tous, une quête qui ne pourra pas être résolue juste en l'espace d'une heure de conversation, ou qui ne pourra pas être résolue juste en regardant une vidéo YouTube ou je ne sais quel format pour répondre à tous nos problèmes. C'est qu'en fait, il faut aussi penser qu'une approche culturelle, c'est une approche qui est fondée sur la quête, une approche qui est fondée sur un chemin que nous avons tous à construire, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle communautaire. Et le fait justement de commencer à s'affranchir d'une application d'un mode d'emploi, de comment vivre une vie, de comment suivre une culture, et plutôt en fait se positionner comme étant un acteur profond de sa propre culture, nous permettra effectivement d'avancer. Merci Eva. À venir à toi. Si je dois dire l'œuvre que j'ai beaucoup aimée, c'est Trois prétendants à un mari de Guillaume Oyonobia, qui est un Camerounais. Donc, dans la culture, je pense qu'il reflète un peu ce on va appeler aujourd'hui l'implication des jeunes parce que ça montre un peu comment est-ce que les jeunes, surtout les femmes par exemple, parce que dans la perception africaine, les jeunes, les plus âgés ne travaillaient plus. Je veux dire, les parents ne voudraient plus travailler parce que pour eux, dès que tu as une jeune fille, c'est la garantie parfaite pour être milliardaire parce que quand on va venir pour, pour doter ta fille, la dot va être très élevée.
Et pour la jeune fille ou le jeune garçon, ils vont travailler parce qu'une fois que tu vas payer celle-là que tu es, il va falloir débourser une forte somme d'argent pour pouvoir assurer cette dot-là. Donc, c'est une façon de booster les jeunes. Mais pour ma part, par rapport à notre discussion aujourd'hui, je dirais juste que les territoires africains portent vraiment la trace d'un patrimoine culturel exceptionnel parce qu'on a de véritables paysages, des sites archéologiques, de l'architecture qui est vraiment présente au sein des différents pays africains. On a ces pratiques culturelles immatérielles ainsi que des objets qui reflètent vraiment l'histoire des civilisations antérieures et l'intelligence des hommes dans l'exploitation des ressources humaines et naturelles. Donc, pour ma part, je pense que l'Afrique gagnerait vraiment à mettre sur pied des programmes de développement et d'entrepreneuriat culturel, comme l'a dit Eva, qui prime vraiment la promotion et la protection des richesses culturelles et naturelles, pas cette promotion qui veut juste, pas cet entrepreneuriat qui veut juste gagner de l'argent, mais non, qui met au devant les richesses, qui valorise vraiment le potentiel culturel que l'Afrique regorge en son sein aujourd'hui et qui booste vraiment la valorisation des talents créatifs des jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si la jeunesse est vraiment impliquée dans des actions culturelles au niveau local, régional, national, voire même international, je pense que cela va vraiment booster leur imagination et leur créativité. Et l'Afrique, aujourd'hui, va gagner, que ce soit en termes de capital humain, que ce soit en termes de capital social ou économique. Je pense que l'Afrique va vraiment avoir cette Afrique-là qu'on va appeler l'Afrique prospère et intégrée. Donc, une Afrique qui reconnaît vraiment les valeurs et les savoir-faire et savoir-être, ainsi que les traditions africaines. Donc, il manque que ce soit les politiques culturelles, que ce soit les différentes activités qui prennent vraiment en compte non plus seulement les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement s'attarder sur les jeunes, mais également les communautés locales. Parce que si on met les communautés locales à l'écart de tout ce qu'on entreprend, je pense que c'est voué à l'échec parce que ce sont les communautés locales qui vivent autour et dans les différents sites du patrimoine. Donc, sans les communautés, sans les jeunes, sans leur participation effective, je pense que tout ce que nous faisons n'aura pas vraiment un résultat parfait tel que nous le souhaitons. Merci Avenir. Merci. Je pense que nous avons épuisé le temps qui nous était imparti, mais rapidement en résumé, moi je dirais que aujourd'hui, pour tirer profit de ce potentiel culturel et du patrimoine en général de cette région Afrique, nous devons investir sur la formation des jeunes, mais surtout également des femmes, parce que vous avez montré l'exemple aujourd'hui. Avenir et Eva devons en tout cas soutenir les femmes et encadrer les jeunes pour tirer profit de ce potentiel culturel dans notre cher continent. Merci beaucoup Avenir, merci beaucoup Eva, et on continue la discussion dans d'autres plateformes pour encore une fois mobiliser la jeunesse africaine sur ces questions-là. Merci.